Bonsoir à tous, donc on est très heureux d'accueillir ce petit meet-up. Au début on s'est dit on va réunir 30-40 personnes sur la thématique blockchain et Bitcoin, et je crois qu'on est arrivé à 160 inscrits tout à l'heure. On va laisser la parole à Isabelle de Capomega, qui est l'incubateur qui nous accueille depuis 1 an et demi, avec qui on collabore très bien sur l'accélération de start-up. Oui, bonsoir à tous, merci Laurent. Juste un petit mot pour vous expliquer où vous êtes. Je ne sais pas si vous connaissez Capomega. Capomega, c'est un incubateur de start-up dédié à l'innovation. Donc on ne prend que des projets innovants, qu'ils soient dans les cleantech, qu'ils soient dans le digital ou qu'ils soient dans les biotech. Ici, on accompagne les porteurs de projets même avant que la société soit créée. Donc si un jour vous avez une idée de création d'entreprise, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis quand elles sont créées et qu'elles commencent à grossir, et bien, Sprint prend le relais pendant une période de sprint justement pour les accélérer, et on travaille ensemble depuis 1 an et demi. Donc avec plaisir, bienvenue ici à Capomega pour cette session, et puis vous allez découvrir quelques projets accompagnés par le BIC et par Sprint, donc voilà, c'est une bonne occasion de faire connaissance. Ouais, je vais vous demander d'accueillir nos premiers intervenants, allez-y, venez. Bonsoir. Ouais, donc, si vous êtes venu ce soir, c'est pour une raison précise, j'imagine, c'est pas juste pour boire de la bière chaude ou des chips périmés. On va parler de Bitcoin ce soir. Alors le Bitcoin seul n'a aucune valeur, il faut quand même parler de tout l'environnement autour du Bitcoin, de la blockchain, dont on parlera au début. On ira sur le Bitcoin et comment ça fonctionne, comment on peut miner, comment on peut gagner de l'argent ou en perdre peut-être, ça dépend de qui. Et on ira après doucement sur un concept un peu plus abscons, le token. Et on finira par flirter avec l'ICO. Alors c'est encore plus difficile d'en parler, mais on a des experts ici pour vous. Alors on va commencer avec la blockchain, c'est un très très vaste sujet. Ça fait peut-être 4-5 ans que les gens en parlent beaucoup, peut-être 18 mois qu'il commence à y avoir des usages concrets. Donc c'est plus du blabla, il y a évidemment beaucoup d'experts autoproclamés. Alors nous ce soir on va faire venir quelqu'un qui a un usage concret de la blockchain, qui se projette là-dessus. C'est une start-up qui est dans le domaine juridique. Il va se présenter rapidement, vous dire ce qu'il fait, et ensuite, il a une vision assez politique de la blockchain. Donc il pourra la partager avec vous, et vous serez invité à poser les questions que vous souhaitez. Simon, on t'écoute. Merci, bonsoir. Merci de me donner la parole. Je profite des quelques petites secondes en début de présentation pour vous dire que notre start-up est mise à l'eau et on a besoin de vous si vous voulez gagner de l'argent, c'est-à-dire en gros, très rapidement, valoriser vos actifs juridiques. Alors je l'ai dit avec le sourire, mais c'est pas une plaisanterie. C'est une start-up donc qui sera implémentée sur la blockchain, ça fait partie du truc. Mais si vous avez des contrats de travail, des consultations, vous avez acheté ou produit du droit, en fait nous on le transforme en argent. Vous nous le confiez et on le revend à des gens qui se posent les mêmes questions. Alors évidemment, pour concevoir ça, donc c'est une forme de marketplace de valorisation des actifs juridiques. N'hésitez pas à venir nous voir, parce qu'on a vraiment besoin de vous pour commencer, se mettre à l'eau. Mais c'est sûr que j'ai une formation de juriste, et une formation poussée, puisque en fait je suis maître de conférence à la faculté de droit de Montpellier. J'ai fait une thèse en théorie de la normativité, et je suis devenu ensuite avocat d'affaires. Et enfin, j'ai eu un matin une idée pas si saugrenue, parce qu'en fait elle est dans la continuité de mon parcours. Je me suis rendu compte qu'on pouvait purement et simplement disrupter le marché juridique. Et par 2 éléments, et vous verrez que j'arrive à la blockchain là-dessus. Le premier élément, c'est en créant une valorisation des actifs qui dorment. Donc en gros, les archives dans vos boîtes et dans les cabinets d'avocats peuvent être réutilisées pour créer de la valeur. Et deuxièmement, avec une simplification des flux en termes de droits d'auteur et des flux monétaires via la blockchain, et notamment les smart contracts. Donc, sans rentrer dans le détail, parce que je risquerais de perdre une bonne partie de la salle, ça vous permet de voir que ce projet start-up qui est en train de décoller, alors je ne sais pas si on va aller très très haut, aussi haut que l'avion, mais en tout cas on est en train de prendre un petit envol assez sympa, repose sur une hypothèse fondamentale qui est déterminante, qui est la blockchain sera l'avenir de l'économie et une bonne partie de l'avenir politique de la société dans laquelle on est. Alors tiens, je vais te filer le chrono parce que j'ai envie d'être super poli avec mes amis, et on m'a dit 10 minutes, donc voilà, ça roule. Alors, vous pourrez lire au gré de vos navigations sur Google 2 termes qui sont extrêmement intéressants. C'est... vas-y.
blockchain, révolution. À mon avis, et c'est un peu ce qui m'a été demandé, hein, c'est d'apporter mon point de vue, parce qu'après les points de vue sont on ne peut plus éclairés, plus ou moins, et certainement en profondeur technique. Je ne vais pas prendre du temps, moi, sur la technicité, puisque je pense que la blockchain est un projet politique, avant d'être un projet technique. Cet avis et cette perception des choses me vient de nombreuses conversations que j'ai eues avec des bons potes qui sont Blockchain Partner, Blockchain France à Paris, ou même des discussions avec Vitalik Buterin, qui est le fondateur de Ethereum, où c'est un vrai projet politique qui anime les fondateurs de la blockchain. Et je vais même aller plus loin, puisque c'est en gros la conclusion du petit speech que je vais vous faire. Je pense, de la même manière que les blockchainers fondateurs, et même encore la génération dans laquelle on est, l'idée est de passer un nouveau cap dans l'humanité avec la blockchain. Alors on peut lire de l'autre côté de Blockchain Révolution, on peut lire, attention, tout le monde parle de la blockchain, mais en fait c'est du vent, c'est rien du tout, c'est juste de la crypto-monnaie, c'est juste du bon de paiement, c'est instable, c'est anarchique, etc. Pourquoi est-ce que c'est profondément une révolution politique avant d'être technique, mais nécessairement technique, puisque sans technique, ça ne fonctionnerait pas. C'est une révolution politique puisque ça permet tout simplement de ce qu'on appelle objectiver la valeur. Alors comment fonctionne la blockchain pour les néophytes? La blockchain, c'est comme si toutes les personnes qui étaient ici dans la salle, là, on va dire une centaine ou 150 personnes, prenaient un serveur, un petit comme un laptop ou une énorme salle des machines, mais on s'en fout. L'idée, c'est d'avoir une sorte de terminal ou quelque chose qui fasse office de serveur et qui peut stocker des données les unes après les autres. Donc, en gros, moi, j'émets une donnée. Il y a plusieurs manières de faire entrer des données, mais il y en a une que je mets sur la blockchain qui dit A01. Cette donnée est partagée par tout le monde dans la pièce, A01. Ce qui fait que, quand Pierre, qui est à ma droite, petit filou qu'il est, parce que je le connais bien, il veut transformer mon A01 en A01', tout le monde est en contradiction avec lui parce que vous avez tous enregistré A01 de ma provenance ou de la provenance de quelqu'un qui est certifié par le collectif. Donc en fait, la falsification de A01 est impossible. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, avec ce simple principe-là, on peut changer l'humanité. Pourquoi? Puisque dans l'histoire de l'humanité et des civilisations, moi j'ai bossé là-dessus au niveau juridique, hein, j'ai fait de la normativité fondamentale de la Mésopotamie jusqu'à la Révolution française, eh bien on constate que qui a le monopole de l'objectivation de la valeur? C'est l'État. Qui dit A01? C'est l'État. Qui garantit A01? C'est l'État. L'État ou ses dérivés? Les banques, les sociétés d'assurance, et par délégation de services publics, le notariat par exemple. Chez les juristes, c'est une question qui est centrale chez nous. Savoir si le panneau stop il est valide ou non valide, savoir s'il y a eu un meurtre ou s'il y a eu légitime défense, ça dépend du A01 qui sera donné par la puissance publique et par la loi. Or, la blockchain, derrière les crypto-monnaies ne sont que l'arbre, un très bel arbre hein, d'ailleurs, mais qui cache la forêt. Hein. C'est toute la société politique qui est mise en jeu, puisqu'on touche à la valeur. Et alors moi je travaille sur la blockchain au niveau juridique, c'est pour ça que je vous dis ça, et je travaille dessus avec des cabinets d'avocats. On essaye de voir justement les systèmes de responsabilité autour de la blockchain et comment même on peut créer du droit de synthèse on the blockchain. Donc c'est intéressant en associant des smart contracts. Mais indépendamment de ça, ce qu'il faut observer, c'est que ça peut toucher tous les secteurs de la société qui ont un tiers de confiance. Puisque la blockchain, c'est l'idée selon laquelle on n'a plus besoin d'un tiers de confiance. C'est une économie en fait d'échange des données entre les individus, donc nous, on crée notre propre blockchain et on n'a plus besoin de quelqu'un qui vient et qui dit je suis l'autorité publique, il fut un temps c'était des seigneurs, maintenant c'est l'État, qui vient garantir la sécurité de la donnée. La sécurité de la donnée elle est garantie par nous. C'est donc un stade d'émancipation de l'individu. C'est hyper intéressant. Et donc logiquement c'est pas étonnant que les premières formes de blockchain ça soit de la monnaie. Puisque la monnaie c'est la valeur minimale qui se crée et qui s'échange le plus facilement depuis toujours entre les hommes. Donc si ce sont des crypto-monnaies qui ont été créées avec la blockchain, c'est parce que ça touche bien à la valeur humaine. Mais ça touche le droit derrière. Et quand ça touche le droit, ça touche à tous les domaines de la société. Ça c'est une manière de voir que la blockchain est un projet politique. Alors en application concrète, je regarde un peu, ça va, je suis pas mal, je prends le tempo. En application concrète, c'est quoi? Vous prenez des pays en Amérique latine qui, par exemple, ont une instabilité juridique évidente, qui n'ont pas les moyens de garantir au cadastre le terrain que vous achetez. Vous achetez une maison, c'est l'État qui garantit. Hein. Moi, quand j'achète une maison avec ma femme et mes gosses, si jamais il y a un problème avec mon voisin,
in fine, c'est la puissance publique qui va trancher la ligne précise de mon terrain, etc. Certains États n'ont pas la puissance publique, l'autorité légitime, pour venir et délimiter avec des géomètres le terrain. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des photos satellites, ils cryptent les données, et ils les balancent sur la blockchain. Donc la blockchain contourne bien les États. Sur ce volet-là. En l'espèce, c'est des actes notariés chez nous qui actent ça. Et en cas de contentieux, vous allez devant le juge. Autre exemple, les assurances. Un très très bon exemple. L'assurance, c'est un tiers de confiance qui vient garantir l'engagement d'une personne à dédommager une autre personne si certaines conditions sont remplies. En gros, si vous rentrez dans un panneau stop parce que y a un fou furieux qui vous a coupé la route, certaines conditions sont remplies pour que le contrat d'assurance se déclenche et vous soyez indemnisé. Eh bien, la blockchain se passe de l'interprète authentique qu'est l'assureur qui va évaluer, lui, si toutes les conditions sont remplies, par délégation, parce que s'il y a contentieux, c'est le juge qui le fera. Mais par délégation, c'est lui qui va évaluer, et auquel cas, il va considérer que, ah bah non, désolé, vous étiez bourré. Ça marche pas. Ou, ah bah non, mais ça rentre parfaitement dans les cases, vous y pouvez rien, tout allait bien, il y a vraiment un fou furieux qui est passé, hop, indemnisation. Il y a un travail de l'assureur, il y a même des experts, on va mobiliser, etc. La blockchain permet, via des smart contracts, d'automatiser ça. C'est-à-dire que les conditions sont préorganisées, et auquel cas, alors on est encore sur des expérimentations là-dessus, mais vous êtes indemnisé sur tout type de préjudice, par exemple un retard d'avion, ça c'est très simple à évaluer, ou on est en train de voir des expérimentations arriver au niveau de l'agriculture. Sur notamment le fait qu'il y ait eu un niveau de pluie au baromètre qui a été élevé, donc logiquement la récolte elle est abîmée, donc un smart contract déclenche une indemnisation. Le point commun entre l'État et l'assureur, c'est que c'est un tiers de confiance, et le notaire pour le cadastre, c'est que c'est un tiers de confiance. Alors pourquoi c'est une révolution politique? Parce que ça va toucher directement au cœur du capitalisme. C'est ça qui est intéressant. C'est peut-être la fin de la logique selon laquelle il faut amasser de l'argent pour exister. Pourquoi? Parce que tout le monde peut créer de l'argent. Alors ça, ils nous le diront tout à l'heure comment. Mais tout le monde peut créer de la valeur. Et en plus, le mot argent est même lui-même utilisé de manière abusive, puisqu'on ne parle pas d'argent, on parle de valeur. L'argent est une valeur, le droit est une valeur, la religion est une valeur. Enfin, le monde humain est une interconnexion de valeurs. Et on s'échange des valeurs les unes par rapport aux autres, ce que, pour le coup, la révolution numérique permet de comprendre à travers la data. Pourquoi est-ce que la révolution numérique est une révolution, et pas un simple changement ou une modification d'un paradigme, mais une vraie révolution? Parce qu'elle touche à la valeur. La data, on est purement dans la valeur. C'est-à-dire que c'est arbitraire. Le 0 et le 1, ils veulent rien dire. Ils ne disent que ce que l'on veut bien prêter comme valeur à cette signification. Et la blockchain permet de rendre des valeurs objectives entre les individus, indépendamment des tiers de confiance. Et donc, pour finir, parce que, bon, ça va, il me reste 1 minute et demie, où est-ce que c'est intéressant? C'est que, à travers ce système où nous, collectivement, on peut faire assembler, on peut faire politique avec la blockchain, de la même manière, un peu, je dirais que je me réponds, mais c'est quand même extrêmement lié, hein. De la même manière que le 20 juin 1789, il y a eu le serment du jeu de paume qui a déclaré la constituante autoproclamée en France et qui a fait révolution. Personne ne leur avait donné un mandat ni papal, ni royal, ni X ou Y. Hein. C'est des bonhommes qui sont réunis, ils sont prêtés serment, et on a considéré qu'ils avaient déclenché la révolution et qu'ils avaient mis en place des nouvelles institutions. Ils l'ont fait spontanément. La blockchain permet spontanément de générer de la normativité entre nous. C'est absolument destructeur pour les États. Pourquoi? Puisque les États sont certes une position de sécurité, mais sont aussi historiquement le fruit d'un abus de pouvoir et d'un abus de position réel. Il faut reprendre les écrits sociologiques là-dessus, hein. Bourdieu l'explique très bien, avant lui Durkheim ou Auguste Comte, c'est la question du pouvoir qui est derrière. Or, si on peut faire société en objectivant la valeur nous-mêmes, j'ose espérer de manière positive, on n'est pas des fous furieux, mais si on peut décider de créer de la monnaie seule, de l'échanger du solar coin, du tree coin, du social coin, tout ce qu'on veut, on n'a plus besoin nécessairement d'aller à la Banque de France, on n'a même plus besoin d'aller voir les fonds d'investissement pour rentrer du pognon dans nos startups. On peut générer nous-mêmes nos propres levées de fonds. Ça s'appelle les ICO, Initial Coin Offering. Et je finirai là-dessus, parce que je pense que ce sera bien développé derrière. Ce qui est visible dans, à mon avis, le séisme que constitue la blockchain dans le cœur du système capitaliste dans lequel on vit actuellement, c'est qu'ils ont créé un système qui crée de la valeur autonome des États, et ils créent maintenant, puisque l'accès aux fonds est trop difficile,
Ça, c'est une réalité pour les startups, mais pour tout financement de l'économie. C'est une des raisons des crises du capitalisme. Il faut relire les économistes là-dessus. L'accès à l'argent dans le monde dans lequel on vit depuis, en gros, 150 ans est trop difficile. Les gens galèrent trop pour avoir de l'argent, tout simplement. Il faut faire partie d'une caste, il faut rentrer dedans, il faut mouiller la chemise, etc. Et ben les mecs de la blockchain, ils ont créé notre propre monnaie. Et levons des centaines de millions de dollars en quelques secondes. Et le pire, c'est que ça marche. Voilà. Et c'est cette raison pour laquelle, et je conclurai là-dessus, les fonds d'investissement, les banques et les États et les assurances commencent à se dire, nom de Dieu, il y a une armée de jeunes fous furieux qui vont changer le monde, tout simplement. Alors vous avez compris, Simon est en train de lancer une révolution de la blockchain. Vous pouvez le suivre si vous voulez. Si vous nourrissez en vous le fantasme de couper des têtes en douceur, allez le voir à la fin. En douceur évidemment. Alors, outre couper des têtes, il y a peut-être des questions. Là, vous avez une vision un peu politique de la blockchain. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de s'exprimer? Maintenant, ou jamais, ou tout de suite? Est-ce que les États vont laisser faire? On va faire comme tu veux. 2-3 questions. Alors non, les États vont pas se laisser faire. J'ai écrit un article sur Blockchain France, là, le blog, assez long, et qui analyse justement le rapport de force entre la blockchain et les États, avec 2 options. En gros, soit les États tentent une sorte de nationalisation de la blockchain, ce qui serait contre-productif parce que la blockchain ne fonctionne pas avec la réintroduction d'un tiers de confiance, alors que l'objectif c'est d'évacuer un tiers de confiance. Donc ça tuerait la blockchain, espèce de système à la Corée du Nord en gros, quoi, ou à la chinoise, tu coupes, voilà, donc ça marche plus. Ou bien les États tenteraient de réguler, via des normes de régulation, la blockchain. Le problème c'est que c'est un puissant fond de normes. C'est-à-dire que qui mine, qui est responsable de quoi, qui, dans quel nœud aura la responsabilité si ça foire en termes de responsabilité juridique. Donc moi je propose une 3e solution dans mon article, et on est déjà en train de la faire en R&D, c'est du droit on the blockchain, indépendant des États. C'est-à-dire que la blockchain permet de créer notre propre droit, en fait. Donc oui, on contourne les États. On reposera d'autres questions après. Dernière question, allez. Alors on peut se lancer sur la critique de la raison pratique de Kant, que j'ai lu lors de ma thèse. En tout cas, à la majorité plus 1, oui, c'est le principe démocratique. Vous pouvez poser d'autres questions après. Alors maintenant, on va être un petit peu plus terre à terre, sans vouloir être négatif sur la chose. On a un jeune garçon qui vient d'être connu, qui est un mineur de Bitcoin à ses heures perdues. Alors, il vient de très loin, il vient pas des States, il vient pas de Chine, mais il vient de Lunel. C'est ça? Comment vas-tu, JC? Bah ça va. Alors, est-ce que c'est vrai que tu as connu le fondateur du Bitcoin? Ou c'est un truc que tu racontes pour impressionner tout le monde? Bah voilà, je l'ai rencontré personnellement, mais il m'a demandé de jamais révéler son identité, mais pour ce soir on va le faire exceptionnellement. Donc il a été connu sous le pseudonyme, enfin longtemps connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, je sais pas si ça parle à des gens ici. Et en 2016 à la BBC, en fait, il y a un entrepreneur australien de 45 ans qui est passé. Et il a dit je suis le créateur du Bitcoin, il s'appelait Craig Wright. Et par contre, on dit bien il serait le créateur parce que il a pas montré toutes les preuves qui permettent d'attester à 100% que c'est vraiment lui le créateur du Bitcoin. Donc on est toujours sous le serait en fait un entrepreneur australien. Voilà. Alors, maintenant on va parler d'autres choses plus concrètes. Alors, peut-être parmi vous, certains étaient des faux monnayeurs à une époque ancienne. On va essayer de vous expliquer comment faire du Bitcoin, comment le miner. Explique-nous concrètement comment ça fonctionne. Bah, tout simplement, en fait, vous avez besoin de puissance de calcul. Donc, pour être beaucoup plus clair, en fait, vous avez besoin d'un ordinateur relié au réseau, parce que sans ça, vous ne pourrez pas miner. Donc, vous avez besoin d'un ordinateur, du logiciel de la monnaie de laquelle vous voulez miner. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est le Bitcoin. Donc, on va dire que le logiciel de Bitcoin, vous le récupérez sur le site officiel du bitcoin.org. Vous le téléchargez, vous l'installez, et à partir de là, en fait, vous faites partie du réseau de mineurs de Bitcoin. Donc, qu'est-ce que c'est en fait d'être un mineur de Bitcoin à proprement parler? C'est mettre sa puissance de calcul de son ordinateur au service du réseau complet. Et en fait, pour ça, le protocole Bitcoin a besoin de beaucoup de puissance de calcul pour valider les blocs. C'est ce qu'on va appeler la preuve de travail, qui nécessite en fait un gros calcul afin de s'assurer de l'unicité du bloc qui va être créé, qui va permettre de générer en fait la monnaie Bitcoin. Est-ce que tu peux faire alors, je ne sais pas quel profil des gens dans la salle, il y a peut-être des codeurs, il y a peut-être des mecs qui sont un peu moins dans la technologie.
Est-ce que tu peux faire un parallèle avec l'impression de billets en fait? Donc au début on imprimait des billets assez simples, on a rendu la chose un peu plus complexe pour éviter de faire des faux billets. Quel est le rapport entre ça et la puissance de calcul? C'est quoi le but? Ben, on pourrait, en fait, la preuve de travail, ce qui nécessite cette puissance de calcul, on pourrait le comparer au filigrane qu'il y a sur les billets, qui permet en fait de s'assurer si le billet est vrai ou faux. C'est exactement la même chose. On va générer un chiffre, un numéro unique qui va être en fait, qui va correspondre à ce filigrane que vous trouvez sur les billets et qui permet à la machine, quand elle passe, quand on vérifie à la caisse, de dire ce billet est vrai ou faux. Ben, c'est la même chose. Alors, il y a sûrement ici des jeunes gens qui rêvent de fortune folle, on ne sait jamais. Est-ce que tu leur conseilles de se lancer à fond dans le minage de Bitcoin et de garder leur chambre entière pour faire ça ou pas? Est-ce qu'ils vont gagner de l'argent ou pas avec? Alors d'aujourd'hui, c'est plus réellement possible, même si sur un coup de chance, en fait, on peut toujours y arriver parce que une fois qu'on finit de valider un bloc sur la chaîne, on génère des bitcoins à ce moment-là. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on génère pour un bloc terminé 12,5 bitcoins, ce qui est relativement, à l'heure d'aujourd'hui quand même... Ça vaut combien? Alors au 13 octobre, on était à 5250$ le bitcoin. Donc voilà, en fait, une fois que vous finissez un bloc, vous générez donc ces 12,5 bitcoins. Et pour savoir en fait qui c'est qui finit le bloc, parce qu'en fait vous allez être beaucoup à le miner, et c'est celui à qui va être attribué la fin de la transaction qui va recevoir cet argent en fait. Et le truc c'est que ce qui a été rajouté dans le protocole Bitcoin, c'est une petite variable aléatoire qui permet en fait d'éviter que des gens qui auraient trop de puissance de calcul permettent de miner tous les blocs les uns derrière les autres et donc de se faire toute la monnaie. Et donc c'est cette variable aléatoire qui va dire bah toi tu les reçois parce que c'est toi qui as fini le calcul à ce moment-là et c'est à toi que j'octroie l'argent. En plus d'avoir la puissance de calcul suffisante, ensuite il faut avoir la chance de tirer au sort. C'est ça, et pour vous donner un ordre de représentation, si on mettait tous les serveurs de chez Google à miner, ça ne représenterait à l'heure d'aujourd'hui que 1% en fait de tous les mineurs présents sur le réseau en puissance de calcul. Et tous les serveurs ultra puissants de Capomega? Oh bah là... Donc, en gros, si vous voulez gagner de l'argent, c'est pas le meilleur truc de miner. Et il y a d'autres possibilités, c'est d'aller directement trader sur des plateformes en ligne du Bitcoin, d'en acheter contre de l'euro, du dollar, enfin quelle que soit la devise que vous possédez. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est et on a quelle valeur en ce moment du Bitcoin par rapport à il y a 5 ans? Alors clairement en fait il y a des sites comme Paymium par exemple qui vous permettent de dire bah, je veux être payé en Bitcoin par une personne mais automatiquement derrière il va vous convertir ce paiement en euros, en dollars ou en autre chose comme ça. Donc c'est actuellement un des moyens de gagner du Bitcoin. Un autre aussi qui se réfère encore au minage, mais il y a du minage de groupe qui existe. En fait, vous mettez à plusieurs en vrai groupe en fait pour montrer une vraie puissance de calcul. Et si vous avez la chance de miner un bloc, en fait, vous allez répartir ce que vous allez gagner entre vous. Ok, alors un petit détour finance parce que le Bitcoin a connu des pics assez impressionnants récemment. Il a atteint la valeur, il est arrivé jusqu'à 5000. Est-ce que tu peux expliquer un peu, ou peut-être Sébastien veut nous éclairer là-dessus? Le pic à 5000 cet été? Alors oui, en effet, cet été, le Bitcoin a pris pas mal de valeur, parce que donc, dans la communauté des mineurs et la communauté Bitcoin, il y a eu ce qu'on appelle un fork. Donc un fork, c'est un changement de protocole qui s'opère sur ce réseau Bitcoin. Et autour de ce fork, il y avait des risques que le fork soit accepté par la communauté, donc les nœuds. Le Bitcoin marche sur un réseau décentralisé, il faut que tous les mineurs soient d'accord pour que le protocole soit changé. Donc, il y a eu un fork qui a été donc réussi en partie. Donc, il y a eu un gain de valeur de ce Bitcoin parce qu'il y a eu une prise de confiance dans ce Bitcoin-là. Mais aussi, il y a eu une seconde chaîne qui s'est créée qui s'appelle le Bitcoin Cash. Et donc, les personnes qui avaient un Bitcoin avant le fork ont réussi à obtenir des Bitcoin Cash, avait un équivalent Bitcoin Cash, donc encore plus de valeur. Et là récemment, donc il y a eu encore la semaine dernière, je crois, une grosse hausse du Bitcoin parce qu'il y a un nouveau fork qui est annoncé. Donc les gens spéculent et se disent, je veux ma pièce avant qu'il y ait le fork parce que peut-être j'aurai une pièce gratuite sur la nouvelle chaîne. Voilà. Le Bitcoin est déjà très haut, ça prend 5 minutes pour ouvrir un compte en ligne, vous n'êtes pas sûr de gagner beaucoup d'argent. Donc si jamais vous voulez perdre de l'argent, demandez-moi après, j'ai quelques conseils donnés pour perdre. Pour gagner, j'ai un peu plus de difficultés. On parlait d'usage vraiment concret du Bitcoin parce que c'est assez théorique tout ça. Est-ce que ça sert à quelque chose? Donc évidemment, historiquement, il y avait toutes les histoires autour du Bitcoin qui permettaient d'acheter de la dope, d'acheter
des choses plus ou moins douteuses comme de l'arme. Des armes, pardon. Bon, il y a des choses un peu plus saines qu'on peut acheter avec le Bitcoin, et il y a une espèce de date originelle qui est le Pizza Day, qui est un peu le lancement de l'usage du Bitcoin sur des choses un peu plus sympas que les armes. C'est ça. En fait, le Pizza Day, ça s'est passé en mai 2010. En fait, il est connu comme étant en fait une des premières grosses transactions en Bitcoin. C'est-à-dire qu'une personne a acheté 2 pizzas pour 10 000 Bitcoins en 2010. À l'époque, sachant qu'à l'époque, la plus grande valeur du Bitcoin, c'était 39 centimes de dollar, au plus haut pic à cette année-là. Donc il y a ça, mais il n'y a pas que ça en fait. Nous, alors... Juste pour que ce soit concret, donc le type qui a vendu ces 2 pizzas reines ou 4 fromages, on sait pas ça. Ça c'est vraiment le truc dommage de l'histoire, on n'a pas les détails si c'est des reines ou des 4 fromages. Combien il a d'argent maintenant? Beaucoup, en fait, on pourrait multiplier les 10 000 Bitcoins par, à l'heure d'aujourd'hui, un peu plus de 5 000 $. Qui est bon en maths là? Combien? 5 millions de pizzas. Bon, très bien. Aussi, en fait, comme tu me demandais, pour l'utilisation concrète du Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut faire, à part être payé ou quoi que ce soit, on peut le dépenser concrètement, c'est une monnaie, donc ça se va gérer à peu près de la même manière. Et il y a de plus en plus d'entreprises ou de sites qui acceptent justement ce paiement en Bitcoin. Comme sur les jeux sociaux, par exemple, il y en a qui doivent connaître Farmville, qui accepte le paiement in-app, en fait, à base de Bitcoin. Il y a showroomprivé.com où on a pas mal la pub aussi, qui, eux, acceptent aussi les paiements en Bitcoin. Et plus récemment, il y a eu Expedia qui s'est mis aussi à accepter les paiements. Et Amazon va accepter. Ouais, et Amazon est en train de... Amazon va passer en crypto-monnaie. Donc pas mal d'acteurs se lancent sur le Bitcoin et acceptent le Bitcoin. Tu le stockes comment en fait ton Bitcoin? Parce que bon, tes pièces tu les mets dans ta poche, tes billets tu les mets où tu veux, mais le Bitcoin tu le mets où? Eh comme nous, pour stocker notre monnaie, on a des portefeuilles pour la transporter avec nous. Il y a des portefeuilles électroniques qu'on appelle des wallets, qui permettent justement d'ouvrir un compte comme quand on ouvrirait une adresse mail. En fait, on ouvre un portefeuille en ligne et à partir de là, on peut commencer avec cette adresse-là à stocker des bitcoins, tout simplement. Tout simplement. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde, le Bitcoin? Qui en possède ici? D'accord. Lequel est millionnaire? Non, parce que c'est lui qui paye sa tournée. Hein. Non? Personne? Ok. Vous voulez... Je vais juste me permettre une petite anecdote pour donner une comparaison. Permets-toi, tout ce que tu veux. En 2009, si vous aviez investi ne serait-ce que 100 € de Bitcoin, en 2017, cette année, vous auriez été à la tête de 260 millions d'euros. D'accord. Et toi, t'as combien? T'as combien de Bitcoin? Balance le chiffre. 5 centimes de Bitcoin. D'accord. Un bon parti. Est-ce qu'il y a des questions sur le Bitcoin? Oui. Ok. Donc, question sur la volatilité du Bitcoin. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter maintenant? Et finalement, est-ce que c'est pas juste ceux qui tradent et qui prennent une com au passage qui sont les gagnants? C'est ça? D'accord. Quelle sera la valeur du Bitcoin si tout le monde s'en sert pour des usages concrets? Pour l'instant, en fait, comme vous l'avez souligné, en fait, c'est vrai que c'est très volatile et du coup, on n'a pas une vraie valeur. Donc aujourd'hui, on peut acheter sa baguette pour un Bitcoin et payer une baguette 5 000 $ et dans 10 ans, en fait, il n'y a rien qui va garantir. Même si je pense que, vu comme c'est parti, ça va continuer, mais c'est vrai que ça reste un marché très volatile et qu'on peut toujours avoir des doutes dessus. Ça n'empêche pas que dans 3 semaines, il peut y avoir un crash et il peut perdre une valeur phénoménale aussi. Mais la même chose arrive dans des pays avec des politiques monétaires un peu hasardeuses aussi. Hein. Donc, pardon. Donc, comment on passe du Bitcoin à la devise de l'euro? Moi je sais. Oui, attends. T'as deux moyens de convertir. T'as d'abord ceux qui mettent des euros pour avoir de la crypto-monnaie, parce qu'il n'y a pas que le Bitcoin, hein, il y a 1000 crypto-monnaies différentes. Moi je préfère l'Ether par exemple, mais bon, parce qu'il y a les smart contracts, c'est plus, la surcouche est plus développée, bref. Mais donc t'as ceux qui mettent de l'argent et t'as les banques. T'as Goldman Sachs, Bank of China, etc. qui achètent et mettent eux de la devise à disposition des crypto-monnaies. Parce qu'en fait ils investissent, ils le considèrent comme un investissement. Voilà. Donc les banques jouent le jeu. Ouais, et t'as aussi pas mal de hedge funds maintenant qui traitent seulement le Bitcoin, enfin en crypto-monnaie. Donc c'est une monnaie qui est par beaucoup d'organes financiers. On fait une dernière question sur le Bitcoin.
Ah, vous êtes deux à poser des questions. Peut-être la même question, en fait. Je pourrais parler de minage et des Ah. ASICs. On voit régulièrement que les machines pour miner, la puissance augmente régulièrement, mais la difficulté du minage augmente aussi. Donc, est-ce que la difficulté ne va pas dépasser les capacités aux machines de raisonner? Il y a un coût quand même d'utiliser ces machines. Alors, c'est ça. Alors, est-ce que le coût du minage va permettre de continuer à miner? Ou est-ce que finalement, ça va être que des entreprises qui vont le faire à la place d'individus? Voilà, comme je disais, en tant que particulier, ça va devenir de plus en plus dur. Ça sera pas impossible, mais parce qu'il y a ce petit facteur chance qui est rajouté en fait dans la validation du bloc, qui permet toujours d'avoir cette chance-là. Mais effectivement, plus il y aura de gens sur le réseau, plus le minage va devenir difficile et plus ça sera réservé aux entreprises élitistes qui mettront à disposition une phénoménale puissance de calcul. Oui, clairement. En fait, ça sera... Allez, dernière question, s'il vous plaît. Vas-y. Ouais. D'accord, donc la question c'est est-ce que finalement on peut continuer à miner. Alors le but c'est pas de vous décourager à miner, hein. On peut prendre du plaisir à miner pour quelque chose qui n'apporte rien, hein. Le plaisir de l'inutile fait partie de nous. Est-ce que tu veux détailler ça? Est-ce que tu invites les gens à miner ou pas? Voilà, alors... Voilà, oui, parce qu'il y a beaucoup de... La deuxième crypto-monnaie c'est l'Ethereum. Est-ce que ça vaut le coup de miner de l'Ethereum? Alors je vais déjà dire, en fait, vraiment je me suis basé sur le Bitcoin et uniquement cette crypto-monnaie-là. Donc si les gens se découragent pour le minage, pensez surtout que c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est vraiment qu'autour du Bitcoin. Et effectivement, il y a d'autres crypto-monnaies comme l'Ethereum ou d'autres qui peuvent monter d'un coup et ça peut valoir le coup de miner maintenant et avoir un investissement rentable dans 6 mois, 3 ans, on ne sait pas quand est-ce que ça peut décoller. Donc pour cette partie-là, moi c'est ce que je dis. Et c'est la même chose pour l'achat de crypto-monnaies. L'Ethereum a pris x1000 je crois en 8 mois. Donc il y a de nouvelles crypto-monnaies. Ouais. Ouais. Et donc tu peux te lancer sur d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin. Alors maintenant, on prend un peu de questions après. On va aller sur le concept de token, qui est peut-être un peu abscons pour certaines personnes ici. Alors, on a la chance d'avoir une start-up de Montpellier qui en fait un usage concret sur la blockchain avec l'émission de token. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qu'est le token concrètement? Alors concrètement, ouais, on entend parler beaucoup de la notion de token sur blockchain. Donc, on peut donner une première définition assez simple du token, c'est tous les actifs numériques qui sont issus de ces blockchains. Donc, pour donner un exemple, là, la valeur totale de ces actifs numériques qui transitent sur les blockchains et qui sont échangés sur les marchés, ça représente aujourd'hui là 170 milliards de dollars. Voilà, c'est pas grand-chose par rapport à nos marchés financiers classiques, mais c'est déjà conséquent, il faut le relever. Et donc, dans ces actifs numériques qui transitent sur blockchain, on a les crypto-monnaies classiques dont on a parlé. On a le Bitcoin, on a l'Ether sur la blockchain Ethereum, on a le XRP sur une blockchain qui s'appelle Ripple, on a le XMR sur une autre blockchain qui s'appelle Monero, il y en a tout un paquet. Et donc ces crypto-monnaies, donc c'est des réserves de valeur, on l'a vu, mais elles garantissent aussi le bon fonctionnement des protocoles de consensus qui garantissent la sécurité de la blockchain. Sans ces crypto-monnaies, les blockchains qu'on a citées là, elles ne peuvent pas exister, elles sont liées intrinsèquement à cette blockchain. C'est pour ça qu'on appelle les crypto-monnaies des tokens de protocole aussi. Donc du coup, c'est quoi un token? On peut donner une autre définition un peu plus précise. On peut dire qu'un token, c'est une représentation numérique d'une entité matérielle ou immatérielle qui est rendue quasi tangible par la blockchain. Bon, c'est un peu encore une définition un peu compliquée. Donc on va dire, un token, eh ben, je vais dire que c'est un ticket de cinéma, par exemple, que je vais m'échanger sur une blockchain. Donc du coup, cette idée, elle est apparue assez rapidement en fait. Elle est apparue assez rapidement sur la blockchain Bitcoin avec le projet Colored Coin. Donc le projet Colored Coin, l'idée elle était simple, c'est de dire ok, dans les transactions, sur une petite transaction de Bitcoin, on va mettre une métadonnée qui dit bah, cette transaction elle représente mon ticket de cinéma. Donc c'est comme si on mettait, je vous donne un billet de 5 €, je mets un tampon dessus, je dis c'est un ticket de cinéma, tiens je te l'échange. Puis après, donc ça s'est vraiment généralisé avec l'arrivée d'Ethereum et des smart contracts. Alors les smart contracts, je fais peut-être une petite parenthèse là-dessus.
Donc la particularité de cette blockchain Ethereum, là, c'est que on peut l'avoir comme un grand ordinateur décentralisé, c'est-à-dire que à la place que une blockchain soit juste un grand livre de compte qui écrit les transactions, on peut imaginer que c'est une grande mémoire d'ordinateur qui est partagée sur un réseau décentralisé. Et le smart contract, ça permet de coder, d'apporter une logique sur la bonne exécution des transactions. Donc on va uploader un contrat sur cette code, sur cette blockchain Ethereum, et son exécution va être infalsifiable et automatique sur certains événements, certaines transactions qu'il va recevoir. Et donc des smart contracts sont utilisés pour représenter des tokens. Et vous avez peut-être entendu parler des tokens ERC20. Donc c'est un standard sur Ethereum qui permet de coder un nouveau token sur cette blockchain. Alors des exemples de tokens concrets, des projets qui utilisent des tokens, je vais vous faire une petite liste non exhaustive de ce qui existe. Donc on va trouver des tokens qui représentent des actifs matériels sur ces blockchains. Donc par exemple, on a le token DGX, qui est une preuve de possession d'1 gramme d'or dans les coffres d'une société qui s'appelle DGX. Donc vous avez un token DGX, vous savez que vous avez 1 gramme d'or qui a une valeur dans ce coffre. Il y a des tokens d'application ou applicatifs. Donc par exemple, il y a une entreprise française qui s'appelle iExec qui fait du cloud computing décentralisé. Et donc ils ont émis un token RLC qui va permettre de payer de la puissance de calcul. Et c'est ce même token RLC qui va rémunérer ceux qui mettent à disposition leur puissance de calcul. Donc on va devoir utiliser le RLC pour utiliser un cloud. Il y a des tokens qui représentent des points de réputation. Donc il y a le projet Augure qui est une place de pari, système de prédiction. On fait des paris sur les événements à venir et des gens qui viennent reporter l'événement. Et ces gens, s'ils ont suffisamment de tokens REP, ça veut dire qu'ils sont crédibles, fiables. Alors on a des tokens qui représentent des heures de travail. Par exemple, le projet Chronobank a émis des tokens qui s'appellent des LH, des Labor Hour. Et donc ce token représente une heure de travail, il va être mis sur des places de marché de recrutement. Donc il permet de diviser un effort fourni sous forme de tranche d'une heure de travail. Donc ça a plein d'avantages. L'heure de travail, ça permet d'avoir beaucoup moins de volatilité sur cette valeur du token, puisque ça représente vraiment une heure de travail, donc il y a beaucoup d'intérêt là-dessus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme... on a un autre projet, des tokens qui représentent des points de fidélité. Donc là, on a un projet qui s'appelle Plutus, ils font une carte de paiement en crypto-monnaie, et à chaque fois qu'on paye avec leur carte, on récupère un token qui s'appelle un Pluton, c'est un point de fidélité, on pourra payer aussi avec. Et enfin, vous avez sûrement entendu parler de ça, on a des tokens qui représentent des actions, des valeurs mobilières. Donc vous avez peut-être entendu du projet qui s'appelle The DAO, qui était un fonds d'investissement décentralisé. Et tous ceux qui possédaient un token de The DAO avaient droit à des dividendes à intervalles de temps réguliers. Donc on a vu qu'il y a, bon voilà, c'est pas une liste exhaustive, mais il y a vraiment plein de types de tokens. Et donc nous, chez PlayItOpen, on utilise cette notion de token pour représenter des actifs autour du développement durable. Et Julien va vous présenter un peu le projet. Donc oui, nous on est PlayItOpen, on est société basée à Montpellier. Le point commun des projets que tu viens d'évoquer, Sébastien, c'est qu'ils utilisent le token pour gérer la comptabilité de leur projet et pour objectiver la valeur des services qu'ils rendent avec une communauté d'utilisateurs. Une fois qu'ils ont fait ça, ça leur permet d'échanger et de fluidifier énormément les transactions et les services qu'ils proposent. Nous, ce qu'on fait chez PlayItOpen, c'est qu'on donne accès à des porteurs de projets à impact positif sur l'environnement, sur la société en général, sur le climat, les économies d'eau. On leur donne accès à cette faculté du token de rendre compte de manière transparente d'une valeur autour du développement durable. Donc en clair, on va accompagner des entreprises qui veulent prouver que leur projet d'agroforesterie va dégager des économies de carbone. Donc on va tokeniser du carbone, on va tokeniser des économies d'eau, on va tokeniser des conservations de la biodiversité, etc. etc. Donc ça rentre dans l'écosystème global de la RSE aujourd'hui pour les entreprises. Ça appelle des notions normatives et un peu compliquées, pas forcément très marrantes pour tout le monde. Donc ce que je peux faire par contre, c'est vous donner un exemple de la transformation
que la blockchain induit dans le raisonnement qu'on peut avoir tous les jours. Tout à l'heure, je suis passé à la machine à café, là, ici même, et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un ou quelqu'une qui s'amusait à cocher tous les jours le moment où elle met un gobelet, où elle met sa propre tasse sous le distributeur de café et qu'elle économise donc un gobelet en plastique. Ok, donc hop, je mets un bâton. Le lendemain, au bout d'un mois, je vais avoir 50 bâtons, donc j'ai économisé 50 gobelets en plastique. Alors c'est rigolo parce que ce réflexe-là, ça me rappelle ce que nous disait il n'y a pas très longtemps un professionnel de la finance qui nous disait que ce qui n'est pas compté n'existe pas. Donc déjà vous comptez, ça veut dire que votre geste, il existe et il compte. Voilà. Maintenant, est-ce que ce geste, il a de la valeur pour l'environnement, pour la planète, pour la société ? A priori, oui, parce que, objectivement, vous allez transporter moins de déchets, vous allez générer moins de déchets, moins de pollution en amont au moment de la production de ce plastique. Donc, vous pouvez vous dire, je vais valoriser cette action-là. Donc, à ce moment-là, vous allez voir éventuellement Montpellier, la métropole qui est en charge de la collecte des déchets. Vous leur dites, voilà, moi je fais cet effort-là, est-ce que ça vous intéresse ? Seulement vous y allez avec vos petits bouts de papier, et elle va vous dire, non, cette donnée-là, elle n'est pas digne de confiance. Ok, bon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tokeniser le gobelet en plastique. Comment on fait ? C'est-à-dire que vous venez à la machine à café avec votre tasse, la machine détecte que vous avez mis votre tasse et vous sort un petit QR code que vous pouvez flasher avec votre téléphone. Ça vous crédite un token de gobelet en plastique. Vous allez consolider comme ça une information avec tous les habitants de Cap Omega. Et là, vous retournez voir la métropole. La métropole, elle vous dit ok, moi, votre démarche, ça m'intéresse, je veux vous encourager. Et pour ce faire, je vais vous faire, par exemple, au bout de tant de gobelets, je vais vous offrir une réduction sur votre titre de transport en commun. Ça, c'est quand on sera dans le mode Smart City. Ok, ça c'est intéressant. Il y a un deuxième niveau après, c'est que on peut aussi imaginer qu'on fait gagner un petit peu d'argent à la société qui installe ce distributeur de café, parce qu'il y a un petit peu moins de fournitures. On peut gagner un petit peu de fournitures, ça c'est négligeable. Mais par contre, on peut imaginer que l'entreprise en question souhaite au bout d'un certain nombre de points cumulés, vous offrir un bon d'achat, et cette fois, elle vous amène, vous, consommateur de café, préoccupé par les questions de pollution, d'environnement, etc., elle vous emmène dans un magasin, elle vous donne un bon d'achat de 10 €, et elle vous fait consommer du café équitable, du matériel pour le café, etc. Donc là, on a objectivé de la valeur, on a créé de la valeur, on a créé du business. Ok, là, je vous ai montré que ce projet-là pouvait avoir de l'intérêt. Donc, je vais aller me tourner vers des investisseurs. Je vais peut-être prendre mon bâton de pèlerin. Pendant un an, je vais leur convaincre que je crée de la valeur avec ce business-là. Simplement, aujourd'hui, dans le monde des crypto-monnaies, ce qu'on peut faire, c'est ce dont parlait Simon tout à l'heure, c'est une ICO, une Initial Coin Offering. Alors, juste avant de parler de l'ICO, il faut juste comprendre le contexte de levée de fonds pour une startup. Alors, je ne sais pas parmi vous qui connaît ça, mais quand vous êtes une startup, parfois, vous avez besoin de lever des fonds pour accélérer votre développement. Donc, vous cherchez de l'investissement externe, et contre l'argent qu'on va vous donner donner une partie de votre capital. Donc, on dit qu'il y a une dilution du capital, vous donnez des equity d'un investisseur. Dans le cas de l'ICO, vous ne donnez pas d'equity, pas de part, pas d'action. Dans ce contexte-là, ce qu'on peut imaginer simplement, c'est soit de vendre directement le jeton qui représentera le gobelet après, qui me donnera accès au service ou au bon d'achat, etc. Je vous ai démontré qu'il a de la valeur, donc je vous le vends à un prix un petit peu modéré. Vous savez qu'il va en prendre, donc vous investissez. Pourquoi je ferais ça ? Parce que j'ai envie de déployer ma solution dans le monde entier, donc ça va avoir besoin d'un peu d'investissement pour équiper toutes les machines à café de la Terre. Or, le réseau blockchain, il est mondial, donc c'est particulièrement pratique pour ça. Je peux aussi vous dire, la valeur des économies, des bénéfices que j'ai fournis à mes entreprises clientes, on va se le partager. On va se le partager entre utilisateurs et contributeurs. Donc, le bénéfice au final, il va être codé, que vous en toucherez une part au final. Donc ça, c'est... Est-ce que tu peux préciser un peu, parce qu'il y a une vision qui est un peu idéalisée là, donc c'est super, on va sauver la planète avec des gobelets, mais par contre quand tu mets ton token, est-ce que les personnes vont forcément servir du token pour ton service ? Est-ce qu'il va pas y avoir une espèce de spéculation du token qui va sortir du cadre de ta boîte, de ton ICO ?
Nous, on part du principe Pas vous en particulier, hein, mais... Il y a effectivement il y a une dimension d'investissement, donc effectivement le token va prendre une certaine valeur, on va pouvoir spéculer dessus clairement. Hein. Après le code nous permet nous de définir que ce token ne sera utilisable que chez des sponsors finalement. Donc la valeur elle sera définie par l'offre que pourra donner le sponsor à ce token. D'accord. Ben, merci Julien. Donc on a abordé pas mal de sujets avec des perceptions différentes. Donc il y a une vision un peu politique de la blockchain, il y avait déjà assez concret, puis on a fini avec la ICO. Alors maintenant vous avez plus de temps pour poser des questions. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent s'exprimer de manière plus ou moins sagace? Ok, donc il y a une question sur le nombre de crypto-monnaies. La Bitcoin est la plus connue parce que... Voilà, donc le Bitcoin est la plus connue. Est-ce que vous pouvez expliquer quelles sont les autres crypto-monnaies et en fait pourquoi il y a autant de crypto-monnaies? Alors je pense que j'ai pas été assez clair, mais en fait quand on dit il y a 1000 crypto-monnaies, on dit, des milliers de crypto-monnaies, on dit il y a des milliers de tokens. C'est ces tokens qui sont échangés sur les places de marché. C'est-à-dire qu'on va retrouver de la crypto-monnaie, pure et dure, donc liée à une blockchain, intrinsèquement liée, token natif, et on va retrouver d'autres projets tokenisés. Donc, on va retrouver des RLC, par exemple, de Shai Exec, on va retrouver ce genre de token. Donc, quand on dit il y a des milliers de crypto-monnaies, on devrait dire il y a des milliers de tokens de la crypto-économie. Oui, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a plusieurs types de crypto-monnaies. Donc il y a Bitcoin qui est connu, oui. Il y a l'Ethereum qui lui court après. Il y a plusieurs blockchains. Sur ces blockchains, il peut y avoir des tokens, et donc tout ça, tout est en rapport avec la blockchain, c'est la crypto-économie, on appelle ça, mais voilà quoi. C'est ça. Et chaque blockchain, alors si la question c'est quoi la différence entre ces blockchains, chaque blockchain peut avoir des protocoles de consensus qui sont différents, des proof of work, des proof of stake, des notions de privacy plus ou moins avancées, donc elles ont toutes un intérêt plus ou moins, d'autres qui sont plus orientés pour faire de l'IoT, voilà. Après les deux principales restent le Bitcoin et l'Ethereum au jour d'aujourd'hui. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer peut-être? Combien de blockchains? Est-ce que quelqu'un le sait? Je peux pas m'avancer à donner un chiffre, il y a des projets de blockchain qui sortent. Même les experts de Lunel ne le savent pas, donc c'est très ennuyeux. Il y a deux types de blockchain qu'il faut distinguer. Il y a les blockchains privées et les blockchains publiques. Et cette distinction-là elle-même, on pourrait la contredire, entre guillemets, puisque quel est le degré de passage d'une blockchain privée à une blockchain publique? C'est-à-dire à quel stade on passe du privé au public. Cela dit, l'idée c'est que, en gros, si tu fais une blockchain avec tes potes, tes voisins ou tes copains qui sont à travers le monde, ça sera plutôt une blockchain privée. Si tu rejoins une grande blockchain publique actuellement, où les gens sont anonymes les uns par rapport aux autres, mais par consensus, minent ensemble ou participent, parce qu'il n'y a pas que le minage, mais participent au développement de la blockchain, tu es sur une blockchain publique. Et surtout, là, ce qui est intéressant avec les blockchains publiques, les deux principales qu'on a évoquées, c'est qu'elles jouent elles-mêmes le rôle d'authentificateur pour les blockchains privées. C'est-à-dire qu'actuellement, quand tu veux faire une blockchain, tu ne balances pas tous tes process internes de boîte sur une blockchain publique. Ce que tu fais, c'est que tu fais une sous-blockchain privée avec tes opérateurs, et tu certifies ta blockchain privée sur la blockchain publique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si tu bosses avec une centaine d'acteurs différents, moi je bosse dans le droit, donc imaginons avec des cabinets d'avocats, voilà, et des notaires, eh bien, je ne vais pas proposer qu'ils se mettent tous intégralement sur Ethereum, par exemple, parce que déjà ils ne comprendraient pas, mais je peux leur proposer, moi, un protocole interne qui est de type Ethereum, en blockchain privée, dont on a les clés, en gros, c'est nous qui avons les clés du camion, au cas où. Mais par contre, l'authentification des données qui sont cryptées, qui doivent être sécurisées, et avec tout l'apport de la blockchain, notamment les smart contracts, sont, eux, sur Ethereum en blockchain publique. Et là, ça devient extrêmement intéressant, puisque ça joue ce rôle d'authentificateur, en fait. Alors non, puisque c'est pas un monopole, c'est une multiplicité d'acteurs qui sont eux-mêmes décentralisés,
et accorde la confiance. En fait, tu prends un protocole Ethereum, tu le fais sur ta blockchain privée, mais tu te raccordes sur une authentification de la blockchain publique. Mais tu n'as pas un tiers de confiance comme l'État avec un pouvoir exécutif qui est séparé dans la tradition de la séparation des pouvoirs. C'est pas la même chose. T'as pas une tête du pouvoir qui gouverne et un corps électoral qui obéit à la loi. C'est tout le monde participe. Voilà. C'est une espèce de démocratie permanente, la blockchain. Tout le monde décide au même moment. Et la question, c'est de savoir si les instituts publics vont prendre le contrôle de la blockchain. Avec Simon, ce sera non. Donc suivez-le si vous voulez pas que ce soit le cas. Est-ce que Alors, question pour notre faux monnayeur à ma droite. Question, c'est est-ce qu'on peut faire des faux billets? Tu sais en faire, c'est ça? Tu veux nous dire? Ouais. Est-ce qu'on peut faire des faux bitcoins? Alors, je vais prendre 2 exemples. Par exemple, c'est pour essayer de falsifier ne serait-ce qu'un échange de bitcoin ou quoi que ce soit, en fait, il va falloir modifier un bloc de la blockchain. Donc, sachant que tous ces blocs sont liés les uns aux autres, si on va s'attaquer à un bloc qui date déjà 100 blocs d'avant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut modifier le 100e, le 99e, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au premier. Sachant qu'environ, avec la difficulté de minage actuelle qui est réglée, pour qu'il y ait un bloc toutes les 10 minutes. Donc, pour falsifier ne serait-ce qu'un bloc pour modifier, en fait, il faudrait arriver à tout falsifier en moins de 10 minutes avant qu'il y ait un bloc qui s'ajoute. L'autre méthode, ça pourrait être de falsifier justement le dernier bloc, mais il y a encore une fois, avec la preuve de travail et la puissance de calcul demandée, c'est pas impossible, mais c'est quand même extrêmement difficile. Et ça va plus vite. Qui est chaud pour ça? Ça va plus vite d'aller braquer la poste d'à côté. Hein. Ça sera plus rapide. Oui. Il y a eu des vols de Bitcoin, hein, il y a eu les fameux vols de Bitcoin, mais à quel moment ça se passe? Ça passe sur la blockchain, c'est-à-dire que c'est des vols qui se sont effectués sur les plateformes d'échange, parce que les gens vont trader, mettre leur Bitcoin sur des wallets qui sont gérés par ces plateformes d'échange, et ces plateformes d'échange sont piratées. Voilà. Oui. Alors, ouais. Est-ce qu'on est sûr que les bitcoins que tu possèdes dans ton wallet vont te permettre de faire des achats concrets et réels avec? Autant que celui qui propose un bien accepte. Voilà, en fait, c'est comme... je vais prendre l'exemple, mais on peut avoir aussi très bien des dollars dans la vraie monnaie, et ici on payera pas en dollars. En fait, ça va dépendre de qui accepte quelle crypto-monnaie. En fait, on peut pas les obliger à accepter le Bitcoin, comme ils peuvent du jour au lendemain se décider à les accepter. En fait, on a aucune garantie réelle que du jour au lendemain, votre boulanger dans votre rue, il va dire, on peut payer en Bitcoin. Ouais, là c'est encore les prémices, donc c'est dur à dire, mais ce qui est intéressant, c'est que des organismes comme l'AMF ou la SEC aux États-Unis qui régulent les marchés financiers s'intéressent à la question. Donc on peut se projeter sur 5 ans en imaginant qu'il y aura plus d'opportunités sur le paiement en crypto-monnaie. Voilà, et puis ce qu'il faut voir, c'est que le Bitcoin, c'est depuis 2009, ça fait même pas 10 ans, et c'est quand même extrêmement jeune en termes informatiques. Quelque chose qui a 10 ans, ça va rester quand même très jeune comme ça. Et en fait, on peut pas prévoir. Tout comme la monnaie peut aussi s'éteindre, même si c'est très peu probable, je pense. Mais c'est... Ouais, il y a un nombre limité de bitcoins qu'on peut créer, c'est ça? Voilà. Monnaie, ouais. C'est ce qu'il voulait dire en fait, c'est qu'il y a des monnaies qui peuvent être créées n'importe quand, n'importe comment, et ça on pourra pas garantir que du jour au lendemain, toutes les monnaies soient acceptées. C'est la même chose quand tu voyages. Je sais pas si tu vas au Vietnam, ils vont accepter le dollar parce que le dollar est une monnaie étalon. Comment? Ils l'acceptent partout, ouais. Mais il y a des endroits maintenant où ils acceptent l'euro, par exemple, qui est devenu une monnaie plus forte. Donc ce sera peut-être la même chose pour les crypto-monnaies. Ça j'en sais rien, je peux pas me projeter, mais c'est comme une devise classique. Et il y a plein de continents où tu payes avec tes dollars. Et maintenant, il y en a où tu payes avec tes euros. C'était pas le cas il y a 15 ans. Donc tu peux peut-être imaginer la même chose avec la crypto-monnaie. Mais peut-être que je me plante complètement.
Alors, quelle est la crypto-monnaie qui a le plus à venir pour ceux qui veulent investir tout de suite là? L'avenir de la crypto-monnaie, c'est qu'il y en ait des milliers différentes. C'est un principe profond de liberté. Et on en parlait il y a une seconde, on se disait, le problème actuel, c'est la spéculation ultra anarchique des crypto-monnaies. La première blockchain de copains qui se fera, qui auront comme projet de dire, nous on est une blockchain à monnaie stable, sur laquelle on ne peut pas spéculer, ils auront inventé ce qu'on appelle la régulation. C'est-à-dire qu'une propre blockchain peut décider qu'on ne peut pas spéculer avec, elle est stable, et elle vise à être stable. Actuellement, c'est un peu oui au pays du LSD, quoi. Donc c'est juste la folie. Mais c'est parce que ça fait que quelques années que ça vient d'arriver. Il faut laisser au moins 5 ou 10 ans avant que la raison, les sages arrivent et se disent la blockchain c'est vraiment quelque chose de bien pour tout le monde et on peut en faire un outil intéressant. Il n'y a pas une obligation de spéculation avec les crypto-monnaies. Hein. C'est juste qu'on a le vice du capitalisme et actuellement, et notamment les blockchainers autant que les financiers, et qu'ils aiment faire ça. Mais on peut décider d'avoir une monnaie qui soit stable, sans aucun problème. C'est pas compatible avec les devises actuelles. Donc ça parle qu'on peut faire. Il y a des monnaies locales qui sont créées depuis quelques années. Donc je crois que ça a commencé à Bristol. C'est un groupe de potes qui buvaient une bière dans un pub un peu déprimant. La ville périclite, ils se sont dit on va créer une monnaie locale pour essayer de redynamiser la ville. Donc on va créer une économie circulaire où la monnaie va ne circuler que dans cette ville-là, un peu comme sur une blockchain. Et Bristol, vous pouvez quand même payer en British Pound votre bière si vous le souhaitez. Et ça permet aussi à la monnaie locale, je crois que ça s'appelle le Pound Bristol tout simplement, d'exister. Donc les deux peuvent exister en parallèle. Il y a un gros enjeu pour le coup politique, enfin je rejoins complètement ce que tu disais tout à l'heure, qui est dans l'appropriation de la technologie par nous, quoi. Enfin là on est à Montpellier, nous on sait faire des choses. Enfin si vous avez des projets notre centre d'intérêt ça va être d'accélérer le développement durable concret dans les territoires. Si vous avez des projets, venez nous voir parce qu'on sait faire des choses et on les fait pour le bénéfice commun, quoi. Donc il y a vraiment cette notion de, comme toutes les technologies nouvelles, de qui, au service de qui elles vont être mises, pourquoi faire. Si on se replace quelques siècles en arrière, je pense que on n'avait pas les moyens de déployer une technologie de manière aussi démocratique qu'en train de le faire la blockchain. Si on a armé des caravelles il y a quelques siècles, c'était sur certains projets qui convenaient pas forcément au bien global, quoi. Donc aujourd'hui, on est clairement dans le même défi de société pour moi. Ouais. L'économie de savoir est en train de prendre de l'ampleur. Oui. C'est pour toi, Simon. Je sens que tu as envie de parler là. Ah oui, vas-y. Oui, très bien. Oui, tu veux que je développe? Parce que le support qu'est la blockchain n'est qu'un support. Hein. C'est la démocratie est le support de la liberté. C'est ce qu'on apprend à l'école. Voilà. La blockchain est un nouveau support de la liberté encore plus efficace. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah. J'ai vu que ça allait venir à se stabiliser. De quoi? Le bitcoin ou la crypto-monnaie? Le nombre de bitcoins. Le nombre de bitcoins limité, ouais. C'est ce qu'on a évoqué plus tôt. C'est quoi le chiffre? Voilà. Alors, ça a été défini à sa création qu'au total, en circulation, il y aurait 21 millions, si je dis pas de bêtises, de bitcoins au total. Au-delà de ces 21 millions, il n'y en aura plus de créés, même quand on finira de valider des transactions. C'est pour créer, en fait, c'est pour simuler, en fait, la rareté des matériaux et ce genre de choses-là qu'on peut pas simuler, justement, avec les monnaies virtuelles. Et donc, c'est ça. Donc le Bitcoin, il a un nombre de Bitcoin maximum qui va être émis. Donc ça, c'est dans le protocole. Le protocole a prévu que en 2100, tous les Bitcoins seraient minés. Et le nombre de Bitcoins émis à chaque bloc qui a été miné par un mineur va diminuer aussi dans le temps. Aujourd'hui, c'est combien, tu dis? On est à 12,5 et c'est tous les 200 000 blocs minés qu'on redivise par deux. Et au début, c'était 50 Bitcoins donnés. Et donc ça explique beaucoup de choses en fait sur la spéculation autour du Bitcoin. C'est parce que ça se comporte comme de l'or. En fait, les gens se disent ça va devenir de plus en plus rare. À un moment, il n'y en aura plus. Comme on a miné des mines d'or, au bout d'un moment, il n'y aura plus d'or sur Terre. Ça va devenir rare. Et donc les gens spéculent là-dessus et se disent il faut que j'achète avant qu'il n'y en ait plus. C'est la folie de la spéculation. Tu peux répéter? Quand les banques américaines achètent des bitcoins en dollars. Ouais. Ouais. Qui reçoit ces dollars? Les vendeurs.
Ouais, quand les banques achètent du Bitcoin en dollars ou en autre devise, qui reçoit l'argent en question? C'est le vendeur. T'as plusieurs types de vendeurs. T'as le vendeur mineur, le vendeur qui achète. Et il achète En fait, il y a des plateformes de trading classiques que sur la crypto-monnaie. Donc, je sais pas, tu peux faire un truc qui s'appelle eToro, c'est une boîte anglaise, et là, tu achètes du dollar, tu achètes des equity Total, et tu achètes ton Ethereum, et tu as des acheteurs, des vendeurs. Les transactions se font entre ces gens-là, et la plateforme prend une commission au passage. Et par exemple, si vous êtes commerçant et vous voulez dire, ok, moi j'ai envie d'accepter, là je suis une brasserie, j'ai envie d'accepter du Bitcoin. Il y a je crois que la brasserie en face de la maison de Bitcoin à Paris utilise BitPay. Ça veut dire que ils vont être payés directement. Encore, comment ça se passe? Je commande ma bière. Le barman me dit, bon bah voilà, ça vous fait autant, 10 euros. Vous payez comment? Je paye en Bitcoin. Bon, très bien, je mets 10 euros, ça convertit le montant en Bitcoin. Il m'affiche un QR code, je flash, hop, ça fait la transaction, ok, il regarde, j'ai reçu, et directement avec la technologie BitPay du commerçant, il va avoir sa conversion automatiquement de Bitcoin en monnaie fiat sur son compte en banque. Donc il n'y a même pas, il se dit, ouais, moi c'est maintenant, je veux pas spéculer, je veux prendre à la l'heure actuelle. Donc ça c'est possible, avec BitPay c'est possible. Allez, une dernière question, il faut qu'elle soit vraiment intelligente, voire spirituelle, donc faites gaffe à vous, c'est une question à poser, soyez sûr de ces deux critères. Tu es un jeune spirituel, je le vois tout de suite. Tu veux te mettre debout peut-être? On va lui donner le micro. Est-ce qu'il y a un cadre légal pour l'imposition qu'il y a par rapport aux gains associés au Bitcoin ou aux autres crypto-monnaies? Ça va vous faire plaisir à Simon là. Il va vous vendre vos services, faites gaffe, vas-y. C'est le zinzin le plus intéressant du monde, la question de la fiscalité. Le problème est que on ne sait pas ce qu'est juridiquement un token, notamment, ou une crypto-monnaie, etc. Est-ce que c'est un bien meuble immatériel? Alors après, chaque État a des réponses. Le Delaware est en train d'intervenir juridiquement. Malte, le Trésor public français est en train d'intervenir. Il y avait eu un décret Macron sur les mini-bons. Enfin, il y a une multitude d'interventions juridiques différentes. La problématique centrale, c'est qu'on ne sait pas si c'est un titre de paiement prépayé, type le ticket de cinéma, ou une carte à puce avec de la valeur. Ça pourrait être plutôt ça. Ou certains essayent de l'associer à des titres, comme des titres d'action. Voilà. Et en fait, on n'a pas la réponse. Et tant qu'on n'aura pas mis d'accord les principaux pays occidentaux sur cette réponse-là, on ne pourra pas répondre. Moi, mon avis secret, c'est qu'on ne pourra jamais y répondre. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'inconnus juridiques dans la chaîne de création de la blockchain. Quand il y a la Banque fédérale américaine qui décide d'émettre des dollars pour jouer sur le cours de la monnaie, si jamais il y a un problème à cause de X personnes dans la chaîne de production de la valeur, on peut le retrouver, on peut le juger, et on peut obliger une personne à rendre des comptes sur les erreurs qu'elle a commises ou pas, et auquel cas réparer le dommage et le préjudice subi. Là, comment tu vas aller chercher un mineur, sachant qu'il y en a des millions? Comment tu vas aller chercher le créateur d'un smart contract alors que c'est anonyme? Comment tu vas aller chercher un des fondateurs du protocole alors qu'il est même passé à autre chose dans sa vie et qu'il fait pousser du maïs au Brésil? Donc en fait, il y a tellement d'inconnus juridiques en termes de responsabilité qu'on ne peut pas appliquer un cadre juridique classique. Voilà. Mais pour compléter... Allez-y. Merci. Donc demain, si je retire, bon je ne les ai pas, mais si je retire l'équivalent de 10 000 euros issu de n'importe quelle crypto-monnaie, c'est de l'argent illégal? À la conversion. T'es censé, si tu veux être à peu près carré avec le fisc, en fait le fisc c'est pas compliqué, c'est un numéro de téléphone, tu les appelles, ils répondent, et ils répondent vraiment à tes questions. Si tu veux jouer le jeu, globalement, au moment de la conversion en euros, t'es censé le considérer comme étant un profit, et donc le déclarer à l'impôt sur le revenu par exemple. Et donc tu dis, bah moi j'ai fait de la spéculation, j'ai retiré en fonction des sommes que tu as investies et des sommes que tu as retirées. Si tu as fait une valeur trop importante, c'est considéré comme le fruit d'un travail. A priori, on serait plutôt là-dessus. Cela dit, moi, avec grand plaisir, bon maintenant je suis plus avocat, mais j'ai des bons confrères à te conseiller en droit fiscal pour aller devant la Cour de justice de l'Union européenne et tu gagneras contre le fisc français. Parce qu'ils appliqueront une loi fiscale qui n'est pas adaptée aux produits en question. Et c'est sûr qu'on fera péter tous les contentieux.
Après, pour compléter sa réponse, c'est que à l'heure d'aujourd'hui en France, on ne peut pas être payé en salaire en Bitcoin parce qu'il n'y a rien qui permet de le faire, parce que ça doit être fait forcément par chèque barré, par virement bancaire ou ce genre de choses. Et au cas où, en utilisant des plateformes de trading comme sur Paynium, tout ça, on peut quand même être tracé. Et si on fait du bénéfice avec le Bitcoin, il ne faut pas oublier que ça reste quelque chose qui est imposable, les bénéfices qui sont faits avec le Bitcoin. C'est au moment de la c'est quand tu changes tes bitcoins, on sait pas. Alors, dernière question, parce qu'on a prévu des activités complémentaires après le débat, évidemment, donc c'est dommage de s'arrêter là. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais en tout cas, un fork dans une blockchain, c'est quand tous les mineurs ne sont pas d'accord sur l'évolution du protocole. Donc, si une quantité non nulle de mineurs continue à miner sur un ancien protocole, la blockchain existera toujours. Et donc cette blockchain-là, on dit c'est un fork. Ça a existé sur Ethereum, on a eu un fork, ça a donné l'Ethereum classique, suite à cette affaire de The DIO que je n'expliquerai pas. Mais voilà, c'est quand il y a un désaccord dans la communauté des mineurs qui disent non, moi je suis pas cette nouvelle règle, donc voilà. Qu'est-ce que tu penses du Bitcoin Gold? Je n'ai aucun avis sur le Bitcoin Gold. Quelqu'un a un avis sur le Bitcoin Gold? On cherche quelqu'un qui a un avis sur le Bitcoin Gold. Désolé. Donc on va s'arrêter là, on avait prévu un open bar pour 20 personnes, donc autant vous dire qu'on va être limité en alcool, il va falloir se précipiter pour avoir une gorgée de bière. Vous avez bien compris, si jamais vous discutez un petit peu, sauvons la planète avec du token, il y a deux garçons ici qui sont charmants. Si vous voulez parler politique et couper des têtes à tout va, vous allez voir Simon. Et si jamais vous voulez bricoler et ne pas devenir millionnaire, vous allez voir le jeune garçon à ma droite. Merci.